Le M23 ou la coalition M23 armée rwandaise a installé une administration parallèle dans la cité minière des Rubaya pour faire payer des taxes de manière illégale. Et vous savez que c'est une importante cité minière où en tout cas l'exploitation et le trafic des minéraux se font aujourd'hui illégalement, et tous ces minéraux partent directement au Rwanda ou soit en Ouganda, parce que ce sont des zones aujourd'hui contrôlées par l'armée rwandaise sous le label de M23, et c'est déplorable. Donc sachez aujourd'hui, mesdames et messieurs, que selon nos sources dans la région, il y a une autre administration installée là-bas au service du Rwanda, comme c'est le cas à Bunagana, comme c'est le cas à Kichanga où le M23 a installé son administration à Rutshuru. Il vient de le faire encore à Rubaya, et là c'est pour piller les ressources de la République démocratique du Congo que nous avons du mal à transformer en richesse. La situation socio-économique, la situation sécuritaire, la situation surtout humanitaire, c'est catastrophique dans la province du Nord Kivu. Suite à cette guerre d'agression nous imposée bien sûr par le régime de Kigali, le régime de Paul Kagame. Une autre mauvaise nouvelle, mais une interpellation pour les autorités. Aujourd'hui, quand on parle de désenclavement du territoire ou des territoires, il y a une route nationale qui quitte Goma jusqu'à Walikale, de Walikale jusqu'à Kisangani. Et vous pouvez encore contourner de Kisangani jusqu'à Bunia, de Bunia jusqu'à Beni Butembo. Vous rentrez encore vers Walikale, vers Butembo Rutshuru jusqu'à encore à Goma. Donc imaginez si les routes étaient en bon état. Mais le Nord Kivu serait un paradis. Bonsoir, ça dépend de quelle heure vous le suivez et depuis quel coin du monde. Vous êtes aux États-Unis d'Amérique, vous êtes en France, en Belgique, en Allemagne, en Turquie, en Afrique du Sud et sur tout l'ensemble de la République démocratique du Congo. C'est une nouvelle page de décryptage et d'actualité avec deux principaux points que nous allons développer. D'abord, la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu où les FARDC font face à une agression de l'armée rwandaise. Quelle est la situation de ce jour? Nous allons également revenir sur les priorités du gouvernement souminois investi par l'Assemblée nationale finalement, et la cérémonie des remises et reprises entre Judith Suminwa, la première ministre entrant, et Sama Lukonde, le premier ministre sortant, qui a eu lieu ces jours. Mesdames et messieurs, nous commençons dans la province du Nord Kivu sur l'axe Sake-Masisi. Une accalmie s'observe sur les différentes lignes des fronts où les FARDC contiennent la progression de la coalition M23 RDF qui visait la cité de Sake pour foncer vers la ville de Goma. Jusqu'à ces jours, les forces de la RDC contiennent cette progression et maintiennent la pression sur la coalition. Il n'y a pas d'affrontement signalé. Les forces loyalistes se comportent bien positionnées sur leurs positions respectives afin d'avoir toujours un œil regardant sur tous les mouvements de la coalition M23 RDF et stopper toute éventuelle avancée vers la cité de Sake ou encore sur l'axe Sake Chacha Bouéremana. En tout cas, barrer la route à toute tentative de débordement sur cette route qui aujourd'hui fait défaut aux usagers, grâce à laquelle cette route, la ville de Goma, est approvisionnée en produits alimentaires, notamment des légumes et des fruits. Aujourd'hui, c'est difficile d'en trouver, peut-être par voie lacustre, et ce n'est pas toujours aussi évident ou facile. D'autres aliments, d'autres nourritures, des produits vivriers viennent de Masisi, de Kichanga sur la route Sake Kichanga. Aujourd'hui, c'est aussi très difficile. Il faut prendre le risque
de pratiquer cette route, en sachant que le M23 contrôle déjà cet axe-là qui le lie jusqu'à Kichanga, allant jusqu'à Mwesto, sachant que le M23 contrôle Mouchaki. Si vous voulez aller à Massi, donc vous prenez le risque de passer par Mouchaki. C'est pas toujours facile pour les populations de Goma qui doivent manger des pommes de terre importées, en tout cas de la Tanzanie, des fruits importés du Kenya, des poissons importés de l'Ouganda, alors que nous avons toutes les ressources nécessaires à l'interne, même à l'intérieur de la province. Voilà pourquoi l'urgence s'impose aujourd'hui. Nous allons en parler. C'est la priorité des priorités pour le gouvernement souminois qui a été investi et qui entre déjà en fonction. Il y a d'autres piliers bien sûr comme l'aménagement du territoire, le développement rural, l'accès aux soins, aux services sociaux des bases, la création d'emplois, mais tous ces autres axes-là dépendent de ce pilier principal qui est le rétablissement de la sécurité sur l'état de la RDC. Comment vous allez employer des jeunes qui sont à la merci de l'ennemi dans certains villages, qui sont recrutés par la force, par l'armée rwandaise? Comment vous allez employer des jeunes qui sont dans des camps de déplacés, qui ont fui leur village? Comment vous allez prétendre employer des jeunes alors que les plus jeunes qui sont les enfants aujourd'hui viennent de passer 3 ans sans aller à l'école? Là, je parle de nos compatriotes, des Rutshuru, des Masisi, d'une partie de Nyiragongo, et aujourd'hui, plusieurs autres de Beni, des Rum aussi dans la province des Lituri. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, nous allons entrer dans le vif de ce sujet, mais sachez d'abord que la situation socio-économique, la situation sécuritaire, la situation surtout humanitaire, c'est catastrophique dans la province du Nord Kivu. Suite à cette guerre d'agression nous imposée bien sûr par le régime des Kigali, le régime des Paul Kagame. Une autre mauvaise nouvelle, mais une interpellation pour les autorités, c'est que le M23 ou la coalition M23, armée rwandaise, a installé une administration parallèle dans la cité minière des Rubaya pour faire payer des taxes de manière illégale. Et vous savez que c'est une importante cité minière où, en tout cas, l'exploitation et le trafic des minéraux se font aujourd'hui illégalement. Et tous ces minéraux partent directement au Rwanda ou soit en Ouganda, parce que ce sont des zones aujourd'hui contrôlées par l'armée rwandaise sous la belle du M23 et c'est déplorable. Donc sachez aujourd'hui, mesdames et messieurs, que selon nos sources dans la région, il y a une autre administration installée là-bas au service du Rwanda. Comme c'est le cas à Bunagana, comme c'est le cas à Kichanga où le M23 a installé son administration à Rutshuru, il vient de le faire encore à Rubaya et là c'est pour piller les ressources de la République démocratique du Congo que nous avons du mal à transformer en richesse. Ces ressources sont dans le sous-sol, le sol congolais aussi, des terres arables qui peuvent en tout cas produire tout genre des produits bio, d'aliments bio. Aujourd'hui, comme je l'ai dit à Goma, ce sont des pommes de terre qui viennent de la Tanzanie, des fruits, et c'est tout simplement inconcevable, impossible. Voilà pourquoi il est grand temps pour nous, peuple congolais aujourd'hui, d'éveiller la conscience collective de tout le peuple congolais, d'inciter aussi les autorités à poser des actes pragmatiques, réalistes et à ces moments records et à ces moments que tout le monde attend beaucoup du gouvernement souminois qui est déjà entré en fonction. Mesdames et messieurs, c'est très capital de le dire, de rappeler à nos autorités, parce que la priorité des priorités, c'est la sécurité. On parle du désenclavement du territoire, c'est sur les piliers de l'aménagement du territoire. Quitter Goma pour Walikale aujourd'hui, c'est tout un calvaire, véritable casse-tête. Non seulement vous allez trouver sur votre route le 123 à Mouchaki, à Biambwe, après juste Sake, mais aussi l'état de nos routes. C'est un état de délabrement très avancé.
des tronçons où on peut, si la route était praticable, faire un trajet de 2-3 heures. À moto, c'est 2 semaines. Et cela, encore, il faut voir par quelle route va aller passer. Pourtant, Walikale regorge des minéraux recherchés par le monde entier. Si aujourd'hui on classe la RDC comme étant un pays qui regorge 70% de la réserve mondiale du coltan, du cobalt, c'est parce qu'il y a des territoires comme Walikale. Mais la population de Walikale, elle en bénéficie en quoi? Si le trafic Goma-Walikale est coupé, si quitter Walikale pour arriver à Kisangani, véritable casse-tête, en quoi est-ce que la population va profiter de ce mouvement, de ce flux, pour que cette cité soit aussi développée et que ce soit le grenier du développement économique de l'Est de la République démocratique du Congo, parce qu'il y a toutes les matières premières recherchées par le monde. Aujourd'hui, quand on parle du désenclavement du territoire ou des territoires, il y a une route nationale qui quitte Goma jusqu'à Walikale, de Walikale jusqu'à Kisangani. Et vous pouvez encore contourner de Kisangani jusqu'à Bunia, de Bunia jusqu'à Beni, Butembo, vous rentrez encore vers Walikale, vers Butembo, Rutshuru jusqu'à encore à Goma. Donc imaginez si les routes étaient en bon état. Mais le Nord Kivu serait un paradis. Il n'aurait besoin de rien ou d'importer des aliments, d'importer quoi que ce soit en termes de nourriture. Parce que c'est une province très riche. Le désenclavement du territoire ne concerne pas seulement le Nord Kivu, pas le Nord Kivu parce que c'est la province aujourd'hui qui fait objet de cette agression. C'est de là que ça vient, mais c'est toute la RDC qui est concernée. Quitter Kinshasa pour Mbujimayi. Kinshasa pour Kananga. Vous avez vu, même les autorités pendant la campagne, comment les routes étaient impraticables. Pourtant, ce ne sont pas de longs trajets. Quitter Kananga pour Lubumbashi, par exemple. C'est compliqué. Alors imaginez maintenant comment ça va se passer. Donc, il faudrait que les autorités se mettent directement en action pour éviter les erreurs du passé. Là où il y avait déjà des espoirs, il faut que ces dynamismes-là, cette dynamique-là puisse être maintenue. Parce qu'on a toujours parlé de la continuité des actions dans les institutions qui posent problème à RDC. Quand un ministre part, il part avec toutes les initiatives, bonnes ou mauvaises. Quelqu'un d'autre vient avec ses membres, avec son équipe, pour tenter de faire peut-être mieux ou de refaire, de tout recommencer, tout refaire à zéro. Et parfois, ça ne marche pas. Nous allons nous attarder sur la question sécuritaire. Aujourd'hui, nous avons un nouveau vice-premier ministre de la Défense nationale, son Excellence Jacobin Chaban-Elouko. Il maîtrise très bien la situation du Nord Kivu. Il sait très bien combien le Nord Kivu servirait à la RDC si jamais la sécurité y était rétabli. Il sait combien le Nord Kivu peut faire entrer au trésor public. Si nous prenons le poste frontalier de Kanyabayonga, le poste frontalier, je voulais dire, de Kasindi, dans le territoire de Beni. Vous prenez Bunagana, dans le Rutshuru. Vous prenez les postes de la petite barrière à Goma, grande barrière à Goma. Mais non, ce sont des millions de dollars chaque mois. Ce sont des millions de dollars chaque mois. Si vous prenez les recettes aussi qui viennent des activités socio-économiques, nous avons vu comment les acteurs économiques ont transformé la ville de Goma, qui ont eu cette volonté-là de travailler avec des autorités pour que des routes soient asphaltées et tout. Donc, n'eût été la situation sécuritaire dégradante, n'eût été cette crise sécuritaire, non, mais que des provinces comme le Nord Kivu, vous voyez la vitesse avec laquelle la province de Lualaba est en train de se développer aujourd'hui, avec la volonté politique de madame la gouverneure Fifi Masuka, en qui nous avons beaucoup d'estime, ou pour qui nous avons beaucoup d'estime. Vous voyez comment la ville de Colonie se transforme. C'était
la vitesse, Goma avait une vitesse encore plus supérieure que ça. Mais quand ça ne va pas à Kichanga, quand ça ne va pas à Massissi, quand ça ne va pas à Bunagana, mais Goma aussi va en pâtir. C'est les chefs de la province. Ce sont des ressources qui viennent de l'intérieur qui boostent l'économie et le développement de la ville. Et cela a un impact aussi économique significatif sur la vie maintenant du trésor public au niveau national. Le trafic, Goma c'est une ville touristique, le trafic et tout avec l'aéroport international, tout cela fait entrer de l'argent dans le trésor public. Donc c'est au nouveau ministre de la sécurité de l'intérieur de voir comment maintenant capitaliser tous ces atouts, d'abord en priorisant le rétablissement de la paix. Il va travailler de mèche avec le ministre du Kabongo de la Défense parce que nous avons besoin que, au niveau d'abord de l'intérieur, la population puisse circuler librement. Qu'il n'y ait pas une police qui tracasse les populations. À 18 h, vous avez du mal à vous promener. C'est pas possible. Quand la police protège la population civile, quand la situation sécuritaire est maîtrisée dans des zones urbaines, voulais-je dire, et que dans des zones rurales, sur des frontières, il y a une très bonne défense, il y a un appareil de défense efficace, mais le pays va se développer. Les jeunes n'auront pas peur de se rendre dans des villages pour aller cultiver. Ce n'est pas tout jeune qui provient de l'école secondaire de l'université qui aura un emploi directement, qui sera bureaucrate, qui sera directement employé. Mais s'il y a quelques fonds des bords, on peut déjà aller exploiter nos terres dans des villages. On peut prendre des semences, s'améliorer, aller dans des villages, commencer à développer même des piscines, de pêche et tout. Et cela va diminuer considérablement le taux de chômage. Madame la Première ministre l'a dit, je dis tout minois. S'il y a beaucoup de jeunes qui se font recruter dans des groupes armés, c'est parce qu'il y a le chômage au pays. Mais moi, je dirais l'inverse. Si des jeunes sont au chômage aussi, c'est parce qu'il y a l'insécurité. S'il y avait la sécurité au pays, je ne vois pas un jeune qui se verrait recruté par un groupe armé. Si la sécurité était garantie, s'il y avait un bon système de défense, je ne vois pas que le jeune choisirait un groupe rebelle plutôt que le champ, plutôt que sa piscine où il peut développer, je ne sais pas, comment dire, où il peut développer une activité génératrice des revenus, où il peut produire facilement des poissons au lieu d'importer des poissons qui viennent d'Afrique du Sud, qui passent des mois pour atteindre nos villes. Donc, c'est à cause de cette insécurité que d'autres jeunes sont au chômage. Je vais vous donner un exemple. Pas tant. Au Nord Kivu aujourd'hui, combien d'institutions ne fonctionnent pas, ou en Ituri, depuis que l'état de siège est instauré. C'est vrai que c'est une mesure sécuritaire, c'est une mesure qui vient renforcer la sécurité, qui vient renforcer la puissance des feux de l'armée, qui vient remplacer l'administration civile par l'administration militaire pour qu'il y ait une bonne coordination des opérations militaires. Mais quand les institutions ne fonctionnent pas normalement en province, quand l'Assemblée provinciale ne fonctionne pas normalement, il n'y a pas de gouvernement provincial, il y a certaines institutions qui sont à terre. Il y a des jeunes qui travaillent dans ces institutions qui sont au chômage. C'est à cause de l'insécurité. La mesure, bien sûr, était venue pour soulager le peuple, mais il y a d'autres qui en sont victimes. Le commerce. Combien de jeunes vivaient du trafic entre Goma et Bunagana aujourd'hui? Ils sont comptés par des milliers. Combien d'hommes d'affaires aujourd'hui sont tombés en faillite depuis que Bunagana est occupé par le M23? Ils sont nombreux. Mais il y a des jeunes qui dépendaient de ces hommes d'affaires, qui étaient leurs employés. Donc, la création d'emplois, c'est bien bon, mais commençons par ce qui fait mal le plus. C'est l'insécurité. Quand nos frères congolais, nos compagnons sont
égorgés à Béni, sont abattus comme des chèvres. Vous allez voir un jeune qui devient traumatisé. Nous allons faire face à des jeunes alcoolos, des jeunes qui n'ont plus de force de servir le pays. Quand l'armée recrute, quand la police recrute, vous faites passer des tests aux jeunes, mais vous ne trouverez plus de jeunes qui ont cette bravoure, qui répondent aux conditions, parce que la jeunesse est détruite par l'alcoolisme, le dopage, à cause du traumatisme. J'insiste sur cela, au nord Kivu, en Ituri ou au sud Kivu. Ça crépite à tout moment, vous vous réveillez, on a tué 100 personnes, la nuit chez les voisins, ça tire. La jeunesse devient traumatisée. C'est vrai qu'il y a cette résilience qui a toujours caractérisé les jeunes du Nord Kivu. Mais à un moment donné, on pète le câble. C'est pourquoi nous insistons sur le rétablissement de la paix, l'instauration de l'État sur l'ensemble de la RDC, l'État des droits, où il y a des justices, où les auteurs des massacres sont sanctionnés, les auteurs des kidnappings, de la criminalité urbaine ou rurale sont sanctionnés. Voilà ce que nous attendons du gouvernement souminois. Aujourd'hui, nous pouvons souhaiter un fructueux mandat à tous les ministres nommés à différents portefeuilles. Bon, mais il faut savoir que les défis sont énormes. J'ai commencé par le VPM de la sécurité. Par la suite, je parlais du VPM de la défense. Il y a le ministre de la Justice, Constant Mutamba, lui aussi. Il faut savoir que le terrain est glissant, monsieur le ministre de la Justice. Le terrain est très glissant parce que là, vous venez d'hériter d'un ministère où tout le monde interprétait déjà ce que le président avait dit. La justice est malade. Où nous savons qu'il y a autant de personnes dans des prisons aujourd'hui, sans procès, sans jugement. Nous savons qu'il y a ceux qui ont détourné des deniers publics, mais n'ont jamais été arrêtés. Nous savons que la corruption aujourd'hui, en RDC, c'est devenu un fait normal, des détournements des deniers publics. Donc, le travail est énorme. Le ministère aussi des droits humains, est-ce qu'on peut parler des droits humains aujourd'hui en RDC? Quand on égorge des populations, quand on kidnappe, on viole les femmes à la longueur de journée dans des camps déplacés, des jeunes filles aussi, quand on largue des bombes sur des camps déplacés, des enfants, des nourrissons sont tués, massacrés. Peut-on parler en tout cas des droits humains dans ces pays aujourd'hui? Donc le défi est vraiment énorme. Mesdames et messieurs, nous attendons beaucoup de ce gouvernement, mais d'abord le rétablissement de la paix et de la sécurité. Et nous savons que la volonté politique de l'État va se manifester, va se réaliser à travers le programme qui a été présenté et approuvé par l'Assemblée nationale. Donc sachez que la situation de sécurité dans la province du Nord Kivu est toujours critique. À Kanyabayonga, l'homme 23 a largué dans les 72 heures qui sont passées au moins 10 bombes dans cette cité, 10 blessés, 2 personnes décédés, des déplacés sont restés sans assistance, au moins plus de 50 000 déplacés dans des villages environnants, des Kanyabayonga notamment, Kirumba, Kaina et bien d'autres comme Boulotoué. Donc nous lançons un cri d'alarme à toutes les personnes de bonne volonté, à toutes les organisations humanitaires, surtout au gouvernement congolais de faire encore de redoubler d'efforts. C'est vrai que c'est une zone aujourd'hui en conflit, mais avec l'entremise de la MONUSCO, on peut toujours voir comment ouvrir un couloir humanitaire et aller assister tous ces compatriotes aujourd'hui en détresse, en situation très difficile. Donc, nous attendons beaucoup de gouvernements souminois, mais le plus grand défi, c'est le rétablissement de l'autorité de l'État, de la sécurité sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivi du début à la fin de cette production. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité, mesdames et messieurs. Portez-vous bien et à très bientôt.